RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec Hélène aujourd'hui pour l'UFC Que Choisir. Bonjour Hélène. Bonjour. Aujourd'hui Hélène, on va parler avec vous de LOA, de LLD, que des abréviations que vous allez nous expliquer. Et on va commencer peut-être justement par la LOA. C'est quoi la LOA ? Alors la LOA, rien de bien compliqué, c'est une location avec option d'achat. Ouais. C'est une alternative que l'on voit souvent dans les achats de biens avec des prix assez conséquents. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les voitures puisque c'est quand même l'alternative la plus courante pour les voitures. Donc ça consiste en une location assortie de la faculté d'acheter le bien à la fin du bail à un prix fixé dès le départ entre les parties. Donc c'est un contrat que l'on retrouve dans le domaine automobile, mais pas que. Il y a aussi pour l'électroménager par exemple. Ouais. Le contrat de location avec option d'achat est donc proposé par des banques, des établissements de crédit ou des vendeurs professionnels directement. Donc dans des établissements où on vend des voitures. La LOA vous permet d'utiliser un véhicule pendant une certaine durée, en général entre 2 à 7 ans, en contrepartie du paiement de loyer mensuel, comme si on payait le loyer pour notre appartement. Il y a souvent un apport ou un premier loyer majoré qui peut être exigé. Donc en fait, on aménage le paiement souvent en 3 temps. On a l'acompte ou le premier loyer majoré. On a les loyers mensuels sur une certaine durée prévue à l'avance. Et on a le prix de rachat en fin de location si le locataire veut acheter le bien. Le bien, très bien. Quelles sont les règles contractuelles pour la LOA ? Alors, les règles contractuelles, c'est d'abord que le professionnel se doit d'examiner la situation financière du consommateur pour savoir s'il peut respecter les obligations de paiement. D'accord. Donc ça comprend le fait d'aller regarder si le consommateur est dans la liste des personnes qui ont eu un incident de paiement, par exemple. Le professionnel doit également informer le consommateur des caractéristiques du crédit proposé et des risques qui lui sont liés. Parce qu'un crédit, c'est quand même un engagement de rembourser une certaine somme qui se veut conséquente. Et ça se matérialise par une fiche précontractuelle standardisée. Donc cette fiche, elle va détailler les éléments importants du crédit comme le taux d'intérêt, le montant des mensualités et le coût du prêt. D'accord. Ensuite, le professionnel doit formuler une proposition du contrat par écrit sur un support durable. Et la proposition doit comporter les éléments suivants. Alors attention, la liste est un peu longue, mais c'est à titre informatif, ça va vous servir. Alors, on a les coordonnées du prêteur, loueur ou bailleur et celles de l'emprunteur et des cautions s'il y a, puisqu'il peut y avoir exigence de caution. La description du bien concerné, le prix d'achat au comptant du bien loué, la durée de l'opération de location, comme je vous l'ai dit, elle est prévue à l'avance. Le nombre de kilomètres autorisés pour le véhicule, les sommes restantes à payer en cas d'achat à la fin de la location, le montant des loyers et leur nombre, des avertissements notamment sur les conséquences d'une défaillance de la part de l'emprunteur s'il ne paye pas ses mensualités. Il y a également l'existence d'un délai de rétractation dans cette proposition. Et on doit mentionner l'adresse des organismes qui nous serviront à régler tout différend qui peut survenir entre le loueur et le preneur à bail. Donc ça peut être l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, ou la direction départementale de la protection des populations qui sert de répression pour les fraudes. Et enfin, le montant total dû par l'emprunteur sur la période de location. Puis vient, si tout va bien, la signature du contrat qui doit être précédée de la mention « lui est approuvé ». Et le contrat doit être fait en au minimum 2 exemplaires, donc un exemplaire par partie au contrat. Après, on a un délai de rétractation qui bénéficie au locataire. C'est d'une durée de 14 jours calendaires à compter de la signature du contrat. Et enfin, généralement, on demande un dépôt de garantie. Donc, le vendeur va prendre ce dépôt de garantie, le conserver. Mais si le consommateur ne souhaite pas acquérir le véhicule à la fin de la LOA, ce dépôt de garantie doit lui être restitué, sauf en cas de litige où le bailleur peut conserver la somme le temps que le litige se règle. Et à savoir que si le consommateur décide d'acheter le bien, il peut également faire la demande express de se faire restituer le dépôt de garantie. D'accord. Quelles sont les obligations du locataire de la LOA ? Alors, les obligations pour le locataire, c'est bien évidemment de payer les loyers. Sinon, on risque une sanction qui est prévue dans le contrat. Donc, le prêteur pourrait décider de résilier le contrat si jamais on ne paye pas les loyers. Le consommateur doit alors rendre le véhicule. Et si jamais il le fait avec du retard, il devra des indemnités au bailleur.
D'accord. Ensuite, le locataire se doit d'entretenir le véhicule à ses frais. En cas de vice caché découvert durant l'utilisation du véhicule, c'est au consommateur de le faire réparer. D'accord. Et enfin, le locataire se doit d'assurer le véhicule. Le minimum requis, c'est l'assurance de responsabilité civile. Mais il y a souvent des assurances qui sont propres à la LOA, qui couvrent le véhicule en cas de destruction ou de vol, et qui permet de prendre en charge la différence entre la valeur vénale et la valeur à neuf du véhicule. Comment se termine le contrat de LOA ? Alors, le locataire a le choix à la fin de la location entre acquérir le bien ou non. Ouais. Donc, première option, s'il l'achète, que tout se passe bien. Voilà, là on est dans le cas idéal. Là. Voilà, on va dire, on est dans le meilleur des mondes. Alors, il devient propriétaire de la voiture et il doit changer la carte grise pour la mettre à son nom. Le prix d'achat doit se voir déduit des sommes déjà versées lors de l'utilisation du véhicule en leasing, donc les sommes que l'on verse tous les mois lorsqu'on utilise le véhicule. D'accord. De plus, le consommateur qui finit par acheter le bien doit penser à réclamer la restitution du dépôt de garantie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sinon, on peut ne pas la lui rendre. Ensuite, si jamais le locataire décide de ne pas acheter la voiture pour quelconque raison, il la rend au propriétaire et celui-ci lui restitue le dépôt de garantie automatiquement. En cas de contestation sur l'état du véhicule de la part du propriétaire, le locataire peut contester et demander l'aide d'un expert pour examiner le véhicule. À savoir qu'il y a beaucoup de litiges à ce moment-là, en fait. Oui, je me doute, oui. Oui. Parce que je pense que le bailleur voulait vous vendre le véhicule à l'arrivée quand même. Oui, c'est un peu le but. Donc souvent, c'est là où il va y avoir des frictions. Ouais. On distingue deux cas de figure. Si la voiture n'est effectivement pas dans un état impeccable lorsque le lorsque le locataire rend la voiture au propriétaire, il devra payer une restauration, toujours prévue au contrat, qui est assez salée en général. Donc, on peut compter de 800 à 1000 euros et ça peut aller de 4000 à 5000 euros pour les plus gros contrats sur les voitures les plus onéreuses. Ensuite, le contrat peut aussi avoir prévu un forfait kilométrique annuel qui peut être négociable et s'il est dépassé, le surplus est facturé selon un barème prévu au contrat toujours. Alors, petite mention, faire attention, si le locataire qui n'achète pas le véhicule tarde à le rendre, comme j'ai dit, le propriétaire peut porter plainte, en plus de demander des indemnités, porter plainte pour abus de confiance. Et la peine encourue pour ce délit est de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Donc soyons très clairs, vous voulez l'acheter, vous voulez pas le garder, vous le rendez tout de suite. Voilà, il ne faut pas tarder sur ce genre d'affaires. Ouais. On a quelques cas particuliers, notamment le cas du véhicule hors d'usage. Donc là, c'est si on a vraiment soit qu'on a abusé, soit qu'on a eu un accident malheureusement et ce n'est pas de notre faute. Ouais. Si le véhicule ne peut plus être utilisé, le propriétaire résiliera le contrat de LOA tout simplement et il y aura peut-être des indemnités à verser. Enfin, si jamais le locataire décède avant la fin du contrat, donc le loueur peut décider de résilier le contrat. Si on a souscrit une assurance décès, c'est l'assureur qui prend en charge le paiement des loyers encore dus au prêteur jusqu'à la fin du contrat de financement, dans la limite que la garantie prescrit. Si vous n'avez pas souscrit une assurance décès, ce sont vos héritiers qui doivent régler au prêteur le solde du financement. Ce solde constitue donc une dette à inscrire au passif de la succession. Faites attention avant d'accepter des successions de n'importe qui. Oui, effectivement. Si jamais il y a plusieurs LOA en cours, méfiez-vous. Voilà. Définition maintenant de la LLD. Qu'est-ce que c'est une LLD ? Alors, LLD, encore un nom bizarre, pour dire location longue durée. La location longue durée est un contrat de location également, mais cette fois-ci sans l'option d'achat à la fin. Donc le locataire ne pourra pas opter pour acheter le véhicule. Ce contrat vous donne le droit d'utiliser une voiture ou un autre bien, on le précise, mais on va se baser sur les voitures aujourd'hui, pour une durée plutôt longue, entre 12 à 60 mois, en contrepartie de paiement de loyer toujours. Ce contrat est aussi proposé par les vendeurs professionnels de voitures, les banques et les établissements de crédit. Pas trop de différence à ce niveau-là. C'est le professionnel qui fixe les loyers de manière à ce que ce soit rentable pour lui. Donc les mensualités sont souvent plus élevées que si l'on fait appel à un prêt pour acheter une voiture. Alors quelles sont les obligations que le professionnel observe pour la conclusion d'un tel contrat ? Alors, les obligations du professionnel, elles diffèrent légèrement de la LOA puisqu'il n'est pas obligé d'examiner les capacités financières du consommateur avant de faire une proposition de contrat. Mais il faut avouer qu'en pratique, le professionnel va le faire puisqu'il aimerait quand même qu'on puisse lui payer ses mensualités. J'imagine, il veut être sûr que ça va tomber quand même. Voilà, donc par mesure de sécurité, en général, on le fait, mais il n'est pas obligé de le faire. D'accord. La proposition de contrat doit comporter des éléments importants sur les conditions de la location également, donc les coordonnées du loueur, du locataire et des cautions si elles sont là, description du véhicule proposé, le prix d'achat au comptant du bien loué,
Durée de l'opération de la location, qui est généralement entre 1 et 5 ans. Kilométrage autorisé sur la durée du contrat. Le montant et les nombres de loyers sur la durée du contrat. Le montant des pénalités en cas de dépassement du kilométrage autorisé. Montant des pénalités en cas de retard de paiement ou de non-paiement des loyers. Et les avertissements relatifs aux conséquences pour l'emprunteur qui se montre défaillant. Ça fait pas mal de choses à mettre en place quand même. Oh, oui. Mais il faut toujours prendre le temps de vérifier ce genre de points. Alors, ensuite, on a les conditions de la signature qui sont peu ou prou les mêmes que la LOA, puisqu'on a la mention lue et approuvée qui est obligatoire avant la signature, et les 2 exemplaires minimum, ainsi que la date et la signature. Et le délai de rétractation n'est pas obligatoire en LLD, donc faites bien attention, lorsque vous signez le contrat, elle peut être prévue conventionnellement, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord, donc ça c'est à bien regarder effectivement, sans quoi vous ne pourrez pas vous rétracter. Ouais. Tout à fait. La garantie demandée par le professionnel peut être un dépôt de garantie, l'exigence d'une personne, donc d'une caution, au choix, au bon vouloir du vendeur. Quelles sont les obligations cette fois-ci du locataire pour une LLD ? Alors le locataire, comme toujours, il doit payer ses loyers jusqu'à la fin de la location. Ça c'est la base. C'est quand même mieux. Donc le contrat peut prévoir une déchéance des paiements si plusieurs mensualités ne sont pas payées. La déchéance des paiements, ça constitue le fait de réclamer le paiement de toutes les mensualités qui auraient dû être dues jusqu'à la fin de la location. Le locataire se doit également d'entretenir le bien qui doit rester dans un état de fonction et de propreté comme il l'a reçu. Les frais d'entretien du véhicule donc pèsent sur lui. Ensuite, en cas de dysfonctionnement, également en cas de panne, il faut bien noter que le locataire se doit de réparer le véhicule. Le locataire doit respecter les conditions d'utilisation qui sont mentionnées dans le contrat et assurer le bien, comme je l'ai dit, pour la LOA. Oui, on est sur le même concept à ce niveau-là. Voilà. Comment se termine le contrat d'une location longue durée, une LLD ? Alors, une LLD peut se terminer à son terme qui est prévu dans la convention. Le locataire ne paye plus de loyer au propriétaire et il lui rend la voiture. Néanmoins, le loueur peut vous réclamer des frais si vous avez dépassé le kilométrage prévu dans le contrat ou si vous avez endommagé le véhicule. Le locataire peut demander la fin de la location avant le terme prévu au contrat. Mais attention, en fonction de ce qui est prévu dans la convention, le locataire s'expose à devoir payer la totalité des loyers dus pour la période qui court entre la date de résiliation jusqu'à la fin du contrat. Autrement dit, vous payerez toute la location pour n'avoir pas le véhicule sur la durée qui était prévue. Il est toujours possible de négocier avec le propriétaire ou d'agir en justice si le consommateur estime avoir un motif légitime de résiliation anticipée de la LLD. On vient de voir LOA, LLD, ce sont 2 contrats qui se ressemblent un peu. C'est quoi les différences entre les 2 ? La différence majeure, c'est déjà au niveau de l'obligation de vérifier la capacité de financement. Le vendeur n'est pas obligé, donc si jamais vous vous retrouvez à avoir signé une convention sans avoir été tout à fait attentif à votre budget, vous ne pouvez pas reprocher au bailleur en LLD de ne pas avoir vérifié votre capacité financière, alors que par exemple dans des matières comme l'emprunt bancaire, on peut le reprocher au banquier. Ouais. Là, ce n'est pas le cas. Donc c'est-à-dire que quelque part en LLD, on ne peut pas se retourner contre le loueur en disant vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour me mettre en sécurité. Quoi. Et puis bon, il est à mentionner que la finalité des 2 contrats n'est pas la même, puisque la LOA se veut d'acquérir un bien, donc de devenir propriétaire, tandis que la LLD, pas du tout. Et on a parlé LOA, et il y a aussi les crédits. Quelle différence entre le crédit auto et la LOA ? Oui, en effet, quand on veut acquérir un véhicule, on pense souvent au crédit, tout comme pour acquérir une maison. Mais il y a tout de même une différence notable. Alors, je vais en dire quelques-unes. Les mensualités sont généralement 2 à 3 fois plus faibles en LOA. Mais ne vous y trompez pas, sur le total, en général, ça vous reviendra plus cher que si vous avez emprunté un crédit. Cependant, pour les personnes qui ont besoin d'un véhicule tout de suite, ça peut s'avérer avantageux. Le loyer correspond essentiellement à la décote et aux intérêts payés à la banque. Pareil, lorsque l'on fait une LOA, le vendeur va chercher à faire un bénéfice. C'est pour ça que ce ne sera pas tout à fait les mêmes mensualités. Sur le long terme, ce ne sera pas la même somme. En cas de crédit, la voiture vous appartient pas pour la LOA. Il faut décider d'acheter la voiture à la fin de la location pour qu'elle vous appartienne. Donc ça reste en suspens, vous n'êtes pas encore propriétaire. Les taux d'intérêt ne sont jamais communiqués en LOA. C'est assez... sombre de ce côté-là, tandis que dans un contrat de crédit, on est obligé de vous détailler on sait ce que ça va nous coûter. Tout à fait. Globalement, un emprunt reste meilleur marché qu'une LOA, car au final, l'on paye plus que si l'on empruntait pour que l'opération soit avantageuse pour le professionnel, comme je vous l'ai dit. Il est possible de modifier ou rompre un contrat de LOA avant son terme. Mais attention, il y a souvent des pénalités financières importantes qui sont prévues dans la convention.
Donc il faut toujours bien se référer à cette convention. Mais il y a tout de même des avantages notables dans le cas de la location avec option d'achat, notamment en matière de promotion et de négociation. Il est toujours possible de négocier puisque c'est par définition une convention, tandis qu'avec la banque, il y aura souvent des conditions préétablies que le client ne peut pas changer. L'apport n'est pas toujours obligatoire, donc c'est au bon vouloir du vendeur. Les banques et établissements de crédit commercialisent aussi la LOA, donc vous avez une diversité, une espèce de marché où vous pouvez faire jouer la concurrence. Ouais. Il y a aussi des véhicules d'occasion en LOA et leur part augmente. Cela peut être intéressant car il y a une importante décote les 3 premières années. Moins 15% sur un véhicule d'1 an, 25 à 30% pour 2 ans et 40 à 45% pour 3 ans. Le véhicule est en principe bien entretenu par ailleurs. Oui, ça c'est un des vrais avantages. Ouais. Ouais. Et si le contrat de maintenance, s'il y a un contrat de maintenance, il faut aussi penser à étudier les conditions et exclusions, mais ça peut toujours être très intéressant. Enfin, on tient à vous alerter sur les packages tranquillité, comme les commerciaux aiment bien le dire, qui promettent la prise en charge de l'entretien et les réparations. Il faut vérifier que tout est compris dans le forfait. Enfin, vous pouvez aussi faire jouer vos connaissances, puisque si vous connaissez un bon garagiste, il vaut mieux prendre un forfait chez lui. Oui, ce sera toujours plus avantageux. C'est évident. Dans quel cas opter pour une LOA, c'est avantageux? À quel moment on se dit, tiens, là vraiment, il faut aller sur la LOA? Oui, c'est vrai, parce qu'au final, il y a toujours des avantages dans toutes les alternatives que l'on voit. Sûr. Donc tout dépendra de votre situation. Si vous êtes toujours très précautionneux avec votre voiture, si vous avez un plaisir à changer de modèle, vous aimez varier les plaisirs, ou quand vous ne voulez pas vous occuper de la revente de votre véhicule, ça peut être une bonne option. Il y a également le fait que souvent, la LOA s'adresse aux personnes qui ont peu d'épargne, donc qui ne peuvent pas emprunter parce qu'ils n'ont pas l'apport suffisant. Au départ, oui. Et il y a aussi, si jamais vous voulez gérer le moins de problèmes mécaniques possible avec ces histoires de forfait, c'est toujours intéressant, ça vous apporte une certaine tranquillité. Et enfin, lorsque vous êtes un profil avec des trajets réguliers, ne serait-ce que maison-travail, travail-maison, c'est suffisant. Ok. Voyons maintenant le cas du crédit. Dans quel cas il vaut mieux aller sur un crédit ? Alors, pour le crédit, il est plutôt conseillé lorsque vous voulez conduire en toute liberté sans veiller sans cesse au nombre de kilomètres, puisque, comme on l'a dit, il peut y avoir des limitations kilométriques. Si vous voulez choisir la durée sur laquelle vous payez votre voiture en modulant les mensualités, c'est beaucoup plus facile de faire sur un crédit que sur une LOA. Si vous voulez conserver votre voiture le plus longtemps possible, puisque là, le but est vraiment d'être propriétaire et vous l'êtes dès le départ. Bon, c'est le cas inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, de ceux qui aiment bien changer régulièrement. Tout à fait. Et enfin, si vous êtes intéressé par les derniers modèles de voitures, ça peut aussi être bien d'avoir un crédit pour s'acheter un bien plus conséquent. On se fait quelques mises en garde sur la LOA, peut-être ? Oui, alors il faut quand même être conscient de certaines réalités sur la LOA. Les difficultés pour le consommateur dans le contrat de LOA se rencontrent lorsqu'il y a un accident ou du moins une défaillance du véhicule. Généralement, le professionnel va imposer au locataire de contracter une assurance maximale pour ne pas risquer d'avoir à payer des réparations. Si le locataire veut mettre fin à la LOA avant son terme, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est assez difficile de le faire car il faut l'accord du professionnel. Les clauses de ce genre de contrat cherchent à limiter la possibilité de résiliation anticipée de la location avec option d'achat. On a un exemple qui est revenu de façon récurrente. Si un consommateur qui ne peut plus conduire le véhicule pour des raisons médicales veut arrêter la LOA, il peut se voir refuser la restitution du véhicule ou la fin anticipée par le professionnel, puisque le professionnel, il veut vendre ce véhicule, il est souvent pas enclin à ce que ça s'arrête. La restitution ne peut se faire en principe qu'en échange de la remise d'une somme importante prévue dans le contrat, et là, ils se font plaisir, ils font des grosses sommes dans les clauses pénales. Parfois, les entreprises proposent de revendre le véhicule aux enchères, mais là encore, c'est absolument pas avantageux, puisque le prix des enchères est souvent très très en deçà du prix du marché. Enfin, le professionnel examine scrupuleusement le véhicule lorsque le locataire le lui rend pour signaler le moindre problème et lui facturer, de la même manière que les entreprises de location à courte durée le font lorsqu'ils récupèrent les véhicules. Merci Hélène, c'était très riche, on a eu beaucoup d'informations sur la LOA, la LLD et le crédit, et d'ailleurs je conseille à nos auditeurs qui n'auraient suivi qu'une partie de cette chronique de la réécouter en intégralité sur le site www.rcn-radio.org, et puis bien sûr on peut s'adresser à UFC Que Choisir en cas de doute, de questions ou de problèmes rencontrés. Tout à fait, que ce soit par téléphone, donc au 09 52 19 48 23 ou à notre adresse mail que vous retrouverez sur le site internet de l'UFC Que Choisir Nancy. Merci beaucoup Hélène, et à bientôt on espère sur notre antenne. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous conso du UFC Que Choisir.
RCN, www.rcn-radio.org.